Les mots sont des graines. Certains nourrissent, d'autres détruisent. Et dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, ou même passagère, certains mots peuvent laisser des cicatrices invisibles, mais éternelles. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 choses que tu ne dois jamais dire à une femme. Non pas comme une simple liste d'erreurs, mais comme une plongée dans l'âme humaine, dans ce que nos paroles révèlent de nous. Souviens-toi de ce proverbe, la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. Montaigne. Alors, es-tu prêt à observer non seulement tes mots, mais aussi l'homme qui les prononce? Première erreur. Ne jamais dire, tu exagères. Il est fascinant de constater à quel point un mot ou une phrase, prononcée presque machinalement, peut se transformer en une arme invisible. Tu exagères, fait partie de ces expressions qui semblent légères, prononcées parfois avec un soupir d'agacement, parfois avec un rire moqueur, mais qui, dans le fond, portent un poids considérable. Quand tu dis à une femme qu'elle exagère, tu ne critiques pas uniquement son récit ou sa perception de la réalité. Tu touches directement à son expérience émotionnelle, à son intériorité. Tu t'attaques à ce qu'il y a de plus fragile, son ressenti. Et qu'est-ce qu'un être humain sinon un faisceau de perceptions, d'émotions et de mémoires qui construit son rapport au monde? En psychologie, on appelle cela l'invalidation émotionnelle. C'est le processus par lequel les sentiments d'une personne sont minimisés, rejetés ou dénigrés. On lui dit, explicitement ou implicitement, tes émotions ne sont pas valables. Pourtant, chaque émotion est un signal, une manifestation profonde de ce que le monde extérieur provoque à l'intérieur de nous. Dire, tu exagères, c'est mettre en doute la légitimité même de ce signal. Il est crucial de comprendre que ce que toi tu qualifies d'exagération est, pour elle, une vérité. Si une remarque anodine de ta part provoque une réaction vive chez elle, ce n'est pas parce qu'elle invente ou fabule. C'est parce que cette remarque résonne avec une mémoire ancienne, une sensibilité particulière, une histoire personnelle. L'être humain n'est pas une machine logique où chaque stimulus provoque une réaction prévisible. Nous sommes des architectures complexes de blessures, de joie, d'attente et de désir. Ainsi, ce qui semble disproportionné pour toi est peut-être profondément cohérent dans son univers intérieur. Comme le disait Husserl, père de la phénoménologie, nous devons retourner aux choses mêmes. Autrement dit, il ne s'agit pas de juger l'émotion avec tes critères, mais de comprendre le phénomène tel qu'il est vécu par l'autre. Platon affirmait que la réalité est toujours perçue à travers le prisme de la caverne. Chacun de nous contemple des ombres projetées sur le mur. Ton ombre n'est pas la sienne. Ton interprétation de la réalité n'est pas plus vraie que la sienne, elle est simplement différente. Alors, quand tu dis « tu exagères », en réalité, tu déclares « mon interprétation est plus juste que la tienne ». Mais qui t'a donné ce droit? Qui peut affirmer avec certitude que son émotion est la norme et que celle de l'autre est une déviation? Cette simple remarque révèle une dynamique de pouvoir subtile. En niant son ressenti, tu te places en juge de ce qui est normal ou raisonnable. Tu montes sur le piédestal de la rationalité et tu assignes l'autre au rang de l'irrationnel. Or, comme le rappelait Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Sur le plan relationnel, l'impact est immédiat. Quand tu dis à une femme, tu exagères, tu crées une distance. Tu la pousses à douter d'elle-même, ou pire, tu l'obliges à se fermer. Car face à l'invalidation, l'esprit se protège, il se tait, il s'efface, ou il se révolte. Dans tous les cas, la confiance se fissure. Imagine un instant, combien de fois as-tu, toi, ressenti une émotion forte de la colère, de la peur, de la tristesse, et entendu quelqu'un te dire que tu dramatisais? Te souviens-tu de cette frustration, de cette solitude intérieure, de cette impression de parler dans le vide? Eh bien, c'est exactement ce que tu fais vivre à l'autre quand tu lui assènes ce « tu exagères ». Socrate disait « parle, afin que je te voie ». Cette phrase, en apparence simple, est d'une profondeur inouïe. Voir l'autre, ce n'est pas voir son corps, son apparence ou ses gestes. C'est voir son monde intérieur, ce qu'il est vraiment. Chaque émotion exprimée est une fenêtre qui s'ouvre sur cette vérité intérieure. Mais si tu refermes cette fenêtre en disant « tu exagères », tu restes aveugle. Tu ne vois rien. Tu passes à côté de l'être même de la personne. Pourquoi dit-on « tu exagères » ? Si nous utilisons cette phrase, c'est souvent par inconfort. L'intensité émotionnelle de l'autre nous déstabilise. On ne sait pas quoi faire de ses larmes, de sa colère, de son indignation. Alors, pour se protéger, on tente de minimiser. On essaie de réduire l'orage en le qualifiant de simple pluie. Mais ce mécanisme, en réalité, trahit une peur. La peur de l'émotion, la peur de l'intensité, la peur de l'autre. Il serait plus juste de dire « je ne comprends pas ton émotion, mais je veux l'entendre ». Cette attitude n'annule pas le ressenti de l'autre,
elle ouvre un espace de dialogue. Elle transforme une incompréhension en une opportunité de rencontre. Alors, je te pose cette question. Combien de fois as-tu rejeté une émotion, simplement parce que tu ne la comprenais pas? Et surtout, combien de fois t'es-tu rejeté toi-même, en invalidant tes propres ressentis, en te disant que tu dramatisais? Deuxième erreur. Ne jamais dire, tu es comme toutes les autres. Il y a des phrases qui brisent non pas par leur dureté apparente, mais par la réduction qu'elles opèrent. Tu es comme toutes les autres, est de celle-là. Ce ne sont que 5 mots, mais ils enferment une personne dans une cage invisible, une prison de généralité où sa singularité s'efface. Chaque être humain est une histoire, une constellation d'expériences, un univers intérieur inexploré. La réduire à toutes les autres, c'est nier cette singularité, c'est effacer la nuance et l'éclat qui la rendent unique. C'est comme regarder un ciel étoilé et déclarer, ce n'est qu'un noir uniforme. Quelle absurdité, quelle cécité volontaire. Chaque femme que tu rencontres est un monde. Elle porte des mémoires anciennes, des rêves brisés, des cicatrices invisibles, mais aussi des rires, des éclats de lumière, des forces que tu ignores encore. Lui dire, tu es comme toutes les autres, c'est refuser d'entrer dans ce monde. C'est fermer les yeux avant même d'avoir observé. Le poète Rumi disait, ne te contente pas des histoires, de ce qui s'est passé avec les autres. Crée ta propre légende. Quand tu compares, tu retires à l'autre le droit de créer sa propre légende. Tu fais d'elle une répétition, alors qu'elle est une œuvre originale. Être comparé, c'est être effacé. Car la comparaison est un raccourci paresseux. Elle ne regarde pas en profondeur, elle juxtapose en surface. Elle dit, je n'ai pas le temps de te voir vraiment, je préfère te placer dans une boîte que j'ai déjà préparée. Mais qui aime être enfermé dans une boîte? Qui aime être réduit à un schéma préexistant? Imagine que l'on te dise, tu es comme tous les autres hommes. N'y aurait-il pas en toi une révolte immédiate? Ne ressentirais-tu pas l'injustice de ce raccourci qui balaie ton histoire, tes combats, tes différences, comme s'ils ne comptaient pas? Pose-toi cette question. Pourquoi chercher à distinguer les étoiles dans le ciel, si c'est pour finalement les confondre dans une masse indistincte? Chaque regard humain cache un océan. On croit voir des yeux, mais ce sont des mondes qui nous observent. Et pourtant, combien d'océans avons-nous ignorés en préférant croire qu'ils se ressemblaient tous? La phrase « tu es comme toutes les autres » n'est pas seulement une insulte déguisée, c'est une déclaration d'aveuglement. C'est dire « je refuse de plonger dans ton océan, je préfère rester à la surface ». Mais une surface n'apprend rien. C'est dans les profondeurs que l'on découvre les véritables perles, celles qui transforment notre vision de l'existence. Une fleur, même dans un champ infini, a son parfum particulier, sa forme singulière, son inclinaison propre sous le vent. Un arbre, même parmi des milliers, possède une courbe unique, née de ses luttes contre les tempêtes et des saisons qu'il a traversées. Alors, comment pourrions-nous croire qu'un être humain puisse être, comme toutes les autres? Ce serait nier la poésie du vivant. Ce serait nier que chaque vie est une écriture nouvelle dans le grand livre de l'humanité. Le poète persan Hafez disait, « Chaque être est une goutte unique de l'océan infini. » Et toi, en prononçant cette phrase assassine, tu refuses de goûter à cette singularité. Souvent, cette phrase naît dans la colère, dans l'amertume ou dans le ressentiment. Mais elle blesse plus que tu ne l'imagines. Car elle touche à l'identité. Elle dit, en filigrane, tu n'as rien d'unique. Tu n'es qu'un masque parmi d'autres. Et quelle douleur plus grande que de voir son essence niée? Une femme qui entend ces mots ne reçoit pas seulement une critique, elle reçoit un effacement. Et parfois, cet effacement résonne avec d'anciennes blessures, avec des histoires d'abandon, de rejet, de manque de reconnaissance. Tu réveilles alors des cicatrices bien plus profondes que tu ne crois. Mais posons-nous une question essentielle. Pourquoi dit-on, tu es comme toutes les autres? Souvent, c'est parce que l'on projette. Parce qu'on ne voit plus l'autre, on ne voit que nos propres déceptions, nos rancunes accumulées. L'autre devient le miroir de nos échecs passés. Ce n'est plus elle que tu regardes, mais toutes celles qui ont laissé une empreinte douloureuse dans ton histoire. Est-ce vraiment juste de punir une personne pour les fautes commises par d'autres? Et si, au lieu de généraliser, tu décidais de voir? Voir la nuance, voir la singularité, voir l'histoire qui s'écrit devant toi. Chaque être humain demande ce regard qui reconnaît et qui célèbre l'unicité. Souviens-toi de cette sagesse japonaise, le monde ne manque pas de beauté, mais Dieu pour la voir. Alors je te repose cette question. Et si tu commençais à regarder l'autre non pas comme un reflet du passé, mais comme une page blanche qui attend d'être découverte? Troisième erreur. Ne jamais dire, tu ne comprends rien. Écoute bien ces mots. Ils claquent comme une porte qu'on referme brutalement. Ils tombent comme un couperet. Et dans le silence qui suit, ce n'est plus une discussion, c'est une condamnation. Tu ne comprends rien.
Tu crois prononcer une simple phrase, mais en réalité, tu prononces une sentence. Tu transformes l'espace fragile du dialogue en une salle de tribunal, où tu tiens le rôle du juge, et où l'autre est déjà déclaré coupable. Ces mots, en apparence banals, portent une charge dramatique immense. Pourquoi? Parce qu'ils ne se contentent pas de critiquer une idée ou une opinion. Ils s'attaquent directement à la capacité de l'autre à comprendre, à être digne du dialogue. C'est comme si tu disais, tu n'as pas la clé pour entrer dans mon monde. Tu es trop limité. Tu es hors de portée. Tu transformes alors une personne qui voulait simplement communiquer en un être exclu, rejeté à la périphérie de ta vérité. Dans ce moment précis, elle ne cherche plus à expliquer, ni à partager. Elle se referme. Parce que tu as scellé la porte. Feu le jugement déguisé. Tu ne comprends rien, ce n'est pas une simple phrase. C'est une accusation. Et chaque accusation enflamme le silence. Ce qui était une conversation devient une scène dramatique. Les mots se figent. Le cœur s'endurcit. Et la distance se creuse. Tu ne dialogues plus. Tu assènes. Tu ne construis plus de ponts. Tu dresses des murs. Rappelle-toi cette phrase de Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ici, tu ne mal nommes pas seulement, tu dérobes à l'autre sa dignité de comprendre. La pire des prisons est celle de l'incompréhension. Et toi, avec ces mots, tu tiens les clés. Tu deviens le geôlier. La femme qui t'écoute devient prisonnière. Prisonnière de ton jugement, prisonnière de ton mépris, prisonnière d'une relation où ses tentatives de comprendre se heurtent toujours au même mur. Peux-tu imaginer la douleur de se voir ainsi rejetée dans l'ombre, alors qu'elle tendait simplement la main pour partager? Écoute la résonance de cette phrase si elle était jouée sur une scène. Tu ne comprends rien. Elle serait criée avec rage, lancée comme une gifle sonore. Le public retiendrait son souffle. Pourquoi? Parce que dans ces mots, il n'y a pas seulement une dispute, mais une fracture. C'est la fracture du lien, le moment où deux univers qui tentaient de se rejoindre s'éloignent brusquement, chacun enfermé dans sa propre solitude. Les mots peuvent être plus tranchants que les lames. Et cette phrase en est une preuve éclatante. Car dire « tu ne comprends rien », c'est toucher à l'identité de l'autre. C'est nier son intelligence, son intuition, sa capacité à percevoir. La blessure est double. D'abord, elle se sent rejetée dans l'instant. Ensuite, elle garde en mémoire que ses efforts pour comprendre ne seront jamais reconnus. Et quand l'esprit commence à croire que ses efforts sont inutiles, il cesse d'essayer. Mais arrêtons-nous un instant. Pourquoi dit-on « tu ne comprends rien » ? Souvent, ce n'est pas parce que l'autre est incapable. C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas trouvé les mots pour être compris. Et dans notre frustration, nous renversons la faute. C'est une défense, un masque. C'est dire « je n'arrive pas à me faire entendre, alors je vais t'accuser de surdité ». Mais en vérité, le problème n'est pas toujours l'oreille de l'autre, il est parfois dans la clarté de notre propre voix. Et si, au lieu de juger, tu cherchais à reformuler? À éclairer? À tendre un autre chemin? Chaque relation est une scène. Et chaque mot que tu prononces est un acte. Quand tu dis « tu ne comprends rien », tu choisis le rôle du tragédien qui ferme la pièce dans le désespoir. Tu laisses le rideau tomber sur une incompréhension définitive. Mais tu pourrais aussi choisir un autre rôle. Tu pourrais dire « je n'arrive pas à me faire comprendre. Laisse-moi essayer autrement ». Alors, tu ne serais plus le geôlier, mais l'architecte d'un pont. Alors je te demande, face à toi-même, face à tes relations, face à ce théâtre qu'est la vie. Veux-tu construire des murs, ou des ponts? Quatrième erreur. Ne jamais dire, tu devrais être plus comme. Ferme les yeux un instant. Imagine que quelqu'un que tu aimes profondément pose son regard sur toi et, au lieu de voir ta singularité, il ne voit que ce qui manque. Il te compare, il t'aligne sur une autre silhouette, une autre voix, un autre modèle. Tu n'es plus toi. Tu deviens une copie imparfaite d'un idéal étranger. C'est exactement ce que produit cette phrase, tu devrais être plus comme. Elle ne guide pas. Elle n'élève pas. Elle brise. Comparer, c'est planter une graine de doute dans l'âme de l'autre. Cette graine grandit lentement, insidieusement. Elle dit, tu n'es pas assez. Et peu à peu, ce doute devient un poison silencieux. La personne cesse de se sentir regardée pour ce qu'elle est. Elle commence à jouer un rôle, à se forcer, à porter un masque. Mais un masque, même bien façonné, finit toujours par étouffer. Rappelle-toi ces mots de Bouddha, l'attachement au modèle est la racine de la souffrance. Quand tu compares, tu t'attaches à une image mentale, une illusion forgée par ton esprit. Mais cette illusion n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'être en face de toi, avec sa lumière et ses ombres. Dans la méditation, on apprend que la réalité est comme un fleuve. Elle coule, elle change, elle se transforme sans cesse.
Vouloir figer quelqu'un dans une image idéale, c'est comme vouloir emprisonner l'eau dans ta main. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Dire « tu devrais être plus comme », c'est refuser la fluidité de l'autre. C'est vouloir qu'il soit une pierre immobile, stable, conforme à ton attente. Mais une pierre ne vit pas. Et une relation figée dans des comparaisons cesse de respirer. Au fond, pourquoi compare-t-on? Parce qu'on croit que l'autre doit combler un manque en nous. On se dit, si elle était plus douce, si elle était plus audacieuse, si elle ressemblait davantage à cette image dans ma tête, alors je serais heureux. Mais cette logique est un piège. L'insatisfaction intérieure ne disparaît jamais par la transformation de l'autre. Elle ne s'apaise que quand on apprend à regarder la réalité avec gratitude, avec ouverture. Un maître zen disait, quand tu cesses de vouloir que l'arbre soit autre chose qu'un arbre, alors tu découvres la beauté de l'arbre. Et toi, combien de fois as-tu raté la beauté présente parce que tu étais obsédé par une image absente? Pour une femme, entendre cette phrase revient à porter un fardeau invisible. Chaque comparaison est une cicatrice de plus. Elle se dit, il ne m'accepte pas comme je suis. Je dois me transformer. Je dois être autre. Mais personne ne peut s'épanouir dans la négation de soi. La relation devient alors un théâtre où l'un joue le rôle du sculpteur exigeant, et l'autre celui de la statue inachevée. Mais l'amour n'est pas une sculpture. L'amour est un jardin. Et un jardin n'a pas besoin que chaque fleur soit identique. Il a besoin de diversité, de singularité, d'harmonie. Prends un instant. Imagine que, dans ce moment où tu es tenté de comparer, tu te tais. Tu respires. Tu regardes vraiment. Et tu découvres des détails que tu avais ignorés. Une tendresse dans un geste, une lumière dans le regard, une force cachée derrière une fragilité. 5e erreur. Ne jamais dire, sans moi, tu n'es rien. Il existe des mots qui caressent, et des mots qui libèrent. Mais il existe aussi des mots qui enchaînent. Sans moi, tu n'es rien, appartient à cette catégorie. Ce n'est pas une phrase. C'est une arme. Une tentative de domination, de réduction, d'écrasement. Ces mots, en apparence simples, sont en réalité une déclaration de guerre silencieuse. Ils signifient, ton existence n'a de valeur que par moi. Ta vie dépend de ma présence. C'est une affirmation brutale, qui cherche à transformer l'amour en dépendance, et la relation en prison. On pourrait croire que cette phrase naît d'un excès de passion, d'un besoin maladroit de se sentir indispensable. Mais ne te trompe pas, c'est une phrase de pouvoir. Elle n'a rien de tendre. Elle impose une hiérarchie invisible, moi en haut, toi en bas. Moi la source, toi l'ombre. Or, l'amour n'est pas une hiérarchie. L'amour est une danse. Deux êtres qui avancent, qui reculent, qui s'ajustent, mais qui restent libres de leur mouvement. Quand tu dis « sans moi, tu n'es rien », tu brises cette danse. Tu transformes un échange en esclavage. Crois-tu vraiment qu'écraser l'autre puisse t'élever? Psychologiquement, cette phrase crée un terrain fertile pour la dépendance affective. Elle installe dans l'autre la peur de perdre. Et la peur est l'ennemi le plus redoutable de l'amour. Car l'amour qui naît de la peur n'est plus de l'amour. C'est une soumission. Imagine un instant l'effet de ces mots, ils insinuent que sans toi, sa vie n'a pas de sens, qu'elle n'existe qu'à travers ton regard. Alors, peu à peu, elle se met à douter d'elle-même. Elle perd confiance, elle s'efface, et elle devient l'ombre de celle qu'elle était. Et toi? Tu restes avec une illusion de puissance. Mais en vérité, tu ne possèdes rien. Car dominer n'est pas aimer, et soumettre n'est pas unir. Il est facile de croire que cette phrase démontre de la force. Mais la réalité est tout autre. Dire « sans moi, tu n'es rien », c'est révéler ta propre peur d'être inutile. C'est exposer, derrière un masque de puissance, une fragilité, une angoisse, celle de ne pas être assez. Souviens-toi de cette citation. Celui qui a besoin d'écraser l'autre pour se sentir grand ne fait que révéler sa petitesse. L'être réellement puissant n'a pas besoin d'écraser pour exister. Sa grandeur n'a pas besoin de comparaison. Celui qui prononce cette phrase ne fait que trahir sa propre faiblesse intérieure. Et si le vrai vide n'était pas chez l'autre, mais dans toi? On confond trop souvent amour et possession. Mais l'amour véritable n'attache pas. Il libère. Quand tu aimes, tu donnes, tu inspires, tu accompagnes. Tu n'écrases pas, tu n'emprisonnes pas. Dire « sans moi, tu n'es rien », c'est placer des chaînes autour de l'autre. Mais souviens-toi, une cage dorée reste une cage. Et tôt ou tard, l'âme étouffe. La vérité nue est celle-ci. Si tu as besoin de rendre l'autre dépendant pour te sentir vivant, alors tu n'aimes pas. Tu consommes. Tu utilises. Tu domines. Prends un instant pour regarder dans ce miroir. As-tu déjà utilisé cette phrase ou une variante pour garder quelqu'un sous ton emprise? As-tu déjà pensé que l'autre n'avait pas de valeur en dehors de toi? Ou, inversement,
As-tu déjà cru quelqu'un qui te faisait sentir que sans lui, tu n'étais rien? Ce miroir est inconfortable. Il renvoie une image dure. Mais c'est dans cette dureté que se cache la vérité. Es-tu capable d'aimer sans dominer? Un amour véritable ne peut grandir que sur la liberté. Deux êtres qui se choisissent librement, sans pression, sans manipulation, sans dépendance. Deux êtres qui savent, je suis complet, et tu es complète. Ensemble, nous ne sommes pas des moitiés en manque. Nous sommes deux êtres entiers qui choisissent de marcher côte à côte. Voilà l'opposé exact de la phrase toxique. Car la réalité est celle-ci, tu n'as pas besoin de rendre l'autre rien, pour être tout. Alors je te demande, as-tu déjà confondu pouvoir et amour? Et si oui, combien de temps comptes-tu encore rester prisonnier de cette illusion? Les mots que nous choisissons sont le reflet de notre monde intérieur. Si tu veux élever une relation, commence par élever ton langage. Ne sous-estime jamais la puissance de tes paroles. Elles peuvent détruire, ou elles peuvent guérir. Souviens-toi de ceci, parle seulement si tes paroles sont plus belles que le silence. Proverbe arabe. Alors, quelle parole décideras-tu de semer aujourd'hui?